Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie des vœux de la SBA. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui toutes et tous. Alors bien entendu, nous aurions préféré pouvoir vous voir, vous retrouver en présentiel, pouvoir échanger avec davantage de proximité, pouvoir grignoter un morceau, boire un verre tous ensemble. Malheureusement, la crise sanitaire en a encore une fois décidé autrement. C'est pas grave, c'est que partie remise. On vous remercie d'autant plus de votre présence à cette énième visioconférence. Donc, merci encore. Meilleurs vœux à toutes et à tous, plein de bonnes choses, le meilleur pour cette nouvelle année. Je suis Pierre-Marie Paco, directeur marketing de la SBA. Je vais participer à co-animer cette réunion et je vous propose tout de suite de découvrir son programme. On va commencer par la présentation de la vision de la SBA pour 2022 et au-delà, et également des missions de l'Alliance qui vous seront présentées par Emmanuel François, notre président. Bonsoir Emmanuel. Ensuite, nous donnerons la parole à Lydia Zerouki, notre déléguée générale de la SBA, qui présentera les grands projets 2022, nos principales actions en France, les actions conjointes qu'on pourra mener avec d'autres alliances stratégiques, le développement à l'international, la communication, la formation, enfin plein de belles choses. Bonsoir Lydia. Ensuite, on va s'intéresser à vous qui êtes autour de la table, ou en tout cas une partie d'entre vous, nos membres, notre communauté. Et je passerai le micro à Alain Kergoat, directeur des programmes, qui va partager quelques chiffres clés sur notre communauté, qui va nous donner quelques clés sur l'animation des plus de 30 commissions et groupes de travail qui font un peu les forces vives de la SBA. Il nous parlera aussi des productions qui sont planifiées en 2022 et puis surtout des opportunités, espérons-le, de nous retrouver et de partager en 2022. Bonsoir Alain. Et enfin, on a voulu cette année opter pour un format un peu plus dynamique autour d'une table ronde Ask Me Anything. Donc le principe est simple, dans le parcours d'inscription qu'on vous a proposé, on a demandé à ceux qui le voulaient de nous faire parvenir leurs questions en amont de cette réunion. Donc je voulais remercier toutes les contributrices et tous les contributeurs qui sont pour la grande majorité anonymes, mais c'est pas grave, je voulais les remercier pour leur contribution, pour toutes les questions qu'ils nous ont envoyées. Et pour y répondre, je serai accompagné par Valentine Delajarte, vice-présidente Smart City de la SBA. Bonsoir Valentine. Également par Sébastien Meunier, vice-président Smart Building. Bonsoir Sébastien. Et enfin par François-Xavier Geland, vice-président du pilier Smart Home. Alors, vous êtes malheureusement habitués maintenant aux visioconférences. Je vous demanderai de bien vouloir garder vos vidéos et vos micros sur mute pour le bon déroulé de la réunion. Et l'heure tournant, je propose qu'on passe directement dans le vif du sujet. Je vais donc passer la parole au président de la Smart Buildings Alliance, Emmanuel François, qui va nous exposer la vision et les missions de l'Alliance. Emmanuel, c'est à toi. Service. Nous allons vers une économie de services autour des usages, autour de nouveaux usages. Car, effectivement, si nos activités humaines ont évolué durant les dernières années ou les dernières décennies, tout s'est accéléré sur les 2 dernières années. Et on peut le dire aujourd'hui, on ne travaille plus comme avant, on ne commerce plus comme avant, on n'enseigne plus comme avant, on ne se loge plus comme avant, on ne se meut plus comme avant, on ne se cultive plus comme avant, on ne construit plus comme avant, on ne produit plus comme avant. Et c'est fondamental. On va vers une hybridation de notre société. Et à ce titre, on commence à parler d'univers du méta. Métalangage, métadonnées, métavers. Je souhaite me poser un peu sur ce sujet, notamment sur cet univers du méta. Je souhaite insister là-dessus, car c'est un sujet clé. Ça s'accélère, mais c'est incontournable. C'est incontournable pour tous les acteurs du bâtiment, mais pas que du bâtiment, de la ville. On voit qu'en fait, notre société est en train de s'hybridifier, si on peut, ou de devenir hybride, avec un jumeau numérique ou un double digital, avec une représentation virtuelle, un avatar,
Et si on parle du bâtiment, avec un avatar du bâtiment ou un double numérique du bâtiment, dans lequel on retrouvera les données statiques et les données dynamiques en temps réel. Ce double a une valeur et commence à avoir une valeur qui est numérique. Et j'insiste aussi là-dessus, car c'est peut-être encore très conceptuel pour certains, mais si vous écoutez, si vous discutez avec des jeunes ou moins jeunes, ils vous diront que déjà cet univers du méta ou le métavers est en train de se peupler avec des bâtiments virtuels, avec des villes qui se construisent. Et ça a une valeur. Aujourd'hui, des bâtiments s'échangent ou se construisent avec une valeur en NFT. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ces spéculations qui peuvent exister aujourd'hui dans cet univers du méta. Mais surtout pour vous dire qu'en fait, c'est une énorme opportunité et qu'on n'a pas le choix. Il faut y aller. Il faut que ça soit ordonné, construit, régulé. Et je pense que la SBA a un rôle sur ce sujet, a un rôle justement parce qu'il s'agit de données. Et ces données, effectivement, il faut qu'elles soient structurées, organisées, et qu'ensuite, l'exploitation de ces données soit également organisée, structurée, régulée. Ce que je veux dire aussi, c'est que ça va nous permettre, comme opportunité, je finirai sur cette partie méta, de modéliser, de concevoir à l'avance ou de tester des matériaux, des concepts, des bâtiments, de voir effectivement quelles seront les conséquences en tant qu'impact carbone, social, environnemental, économique. Et une fois qu'on aura modélisé, qu'on aura vu les conséquences, on pourra effectivement déployer. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, le POC, on n'est plus dans le POC, il faut agir. Et si on doit encore faire des POC, c'est dans le méta. Enfin, il y a un autre choc, le choc environnemental, ou je dirais plutôt le choc carbone. Ce choc carbone est majeur. Il est sur la bouche de tous. Il n'y a pas un seul promoteur ou un seul équipementier qui ne se soucie plus du carbone. Plus que tout, c'est au cœur des préoccupations. Et là encore, je souhaite attirer l'attention sur ce choc. Les villes aujourd'hui représentent 70% des émissions de carbone. Le bâtiment, quant à lui, 25%. Et si on parle de l'énergie, c'est 40% de la consommation énergétique globale et ça pourrait être 55% d'ici 10 à 15 ans si l'on ne fait rien, compte tenu du fait que la mobilité qui devient électrique vient se raccorder, s'alimenter, pas exclusivement, mais notamment, aujourd'hui 92% dans les bâtiments. Donc, il est impératif de s'attaquer à ce choc carbone et économiser les émissions de carbone. Utiliser notamment le carbone existant avec la rénovation, la réhabilitation. C'est également partager, mutualiser, mieux utiliser les existants, les bâtiments, la mobilité, les infrastructures. C'est des mots qui sont forts et qui sont partagés, qui sont dans l'ADN de la SBA. C'est également décarboner avec la convergence bâtiment-mobilité et aller vers une énergie décarbonée. On voit bien que pour arriver à cela, le numérique est au cœur des transitions. Enfin, je dirais qu'il y a un choc, il y a l'usager, et je parle de troisième choc, le choc social. Effectivement, le choc social, pourquoi? Parce qu'on sort de 2 ans de Covid, j'espère que c'est fini, ou plus ou moins, mais on a souffert de l'isolement. Et aujourd'hui, on a besoin de contact social. On voit bien que le monde virtuel n'est pas uniquement viable. Il faut aussi un monde physique. Il faut recréer l'occasion de ces liens physiques. Et c'est pour ça qu'il est impératif aujourd'hui d'avoir des espaces de vie, des espaces où l'humain peut se retrouver, partager. Au-delà de ça, c'est responsabiliser plus le citoyen, l'usager, en étant mieux informé, plus responsable. Il pourra agir. Il pourra agir pour être plus sobre, pour aller vers effectivement une économie circulaire. Et puis, surtout, il faut qu'il ait confiance. Donc, il faut que les systèmes qui soient mis en place soient sécurisés et qu'il y ait une vraie confidentialité des données. Enfin, pour conclure sur cette partie-là,
Quand on parle effectivement de confiance et de lien social, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut plus rester à l'échelle du bâtiment, mais il faut au moins raisonner à l'échelle du quartier, du bourg, on parle de micro-ville, et pouvoir partager les infrastructures, les équipements, les espaces, au moins à l'échelle de ce quartier. Alors pour ça, la SBA a une vocation ou a une mission en faveur du smart building, qui est au cœur effectivement de la ville, au cœur de notre vie, puisque nous vivons, nous passons près de 90%, plus de 90% dans les bâtiments. À cet égard, après des réflexions au niveau du conseil d'administration, de l'advisory board et de nombreux membres, nous avons voulu redéfinir un peu les missions de la SBA en faveur du smart building. Tout d'abord, c'est éclairer le débat public et les décideurs sur la contribution du numérique. C'est porter notamment cette culture digitale au plus proche des décideurs. C'est fédérer les acteurs, petits et grands, de tous les écosystèmes publics et privés. Car effectivement, on voit bien que ces transitions, on ne pourra les opérer qu'ensemble, collectivement, et non pas en silo. C'est co-construire des guides et définir des cadres de référence, des vrais cadres de confiance numérique sur lesquels tous les acteurs, tous les contributeurs pourront s'appuyer. C'est également valoriser, parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre et c'est expliquer pourquoi ce qu'on fait va contribuer à apporter de la valeur des bâtiments, des villes, des territoires, notamment en insistant sur leur sobriété énergétique, sur les services qu'on va en tirer et en extraire, et sur la contribution durable. C'est essaimer nos messages par la bonne pratique et le savoir-faire, par l'exemplarité, aussi bien au niveau des régions et au-delà des frontières. Enfin, c'est accompagner, car essaimer, c'est bien, mais il faut aussi accompagner, former. On parle de beaucoup de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, c'est maintenant. Et cette transition ne se passera que si effectivement la formation, la promotion de nouveaux métiers se met en place et c'est pour créer de nouveaux emplois. Donc notre ambition, clairement, elle est affichée, c'est être l'organisation de référence du smart building au service des territoires, des entreprises et des occupants. Et à cet effet, notre vision du smart building, et je conclurai là-dessus, c'est un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants. Merci et je passe la parole à Alain, à Lydia. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, effectivement, on va donner la parole à Lydia Zerokil, déléguée générale de la SBA, pour qui va nous parler des grands projets 2022. Voilà, donc Lydia, c'est à toi. Merci Pierre-Marie. Encore une fois, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, comme l'a dit Pierre-Marie, les grands projets, les grandes actions 2022. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, parmi ces grands projets, bien entendu, il y a la gouvernance de la donnée. Ça a des enjeux économiques, juridiques, éthiques et sécuritaires. C'est une chose qu'on a pu voir notamment lors de la plénière qui a eu lieu en fin d'année dernière. On a aussi R2S V2, donc nous sommes en train de travailler activement pour finaliser notre cadre de référence et on est actuellement en phase de consultation, donc n'hésitez pas à participer. La commission R2S résidentielle va être réactivée de son côté. Le BIM for Value a finalisé ses travaux et a sollicité une agence de communication pour justement les valoriser, les faire connaître. Et nous avons une valorisation par les usages dans le cadre des différentes commissions que vous connaissez très certainement. C'est commission R2S for, que ce soit R2S for Care, R2S for Mobility, R2S for Aménagement et bien d'autres encore. Concernant la co-construction de la boîte à outils Smart District, je tiens tout d'abord à annoncer que nous avons une nouvelle vice-présidente qui est Valentine Delajarte pour la Smart City. Et donc, elle va nous présenter sa vision un peu plus tard.
On a déjà 2 commissions qui travaillent activement et qui sont la commission R2S for Aménagement, avec une première réunion qui a eu lieu en janvier sur la ville de La Rochelle, qui a présenté ce qu'elle faisait de smart sur son territoire, et ce nouveau format qui a été mis en œuvre pour la commission R2S for Aménagement va se poursuivre tout au long de l'année à un rythme de 1 réunion par mois avec plusieurs collectivités locales qui vont nous présenter ce qu'elles font en mettant en avant des cas d'usage et des réalisations exemplaires. Ensuite, sujet très intéressant et essentiel pour la SBA, ça va être tout ce qui est SBA Academy. Donc, nous avons déjà un certain nombre de modules qui sont notre propriété, des formateurs qui sont rattachés à la SBA, et nous allons les commercialiser. Donc, nous sommes en passe de finalisation, de contractualisation avec un certain nombre d'organismes de formation pour que ça démarre d'ici quelques semaines. Et puis, vous savez qu'il existe des référents SBA auprès de nos organismes certificateurs qui accompagnent les maîtrises d'ouvrage sur le terrain d'un point de vue technique. Du côté SBA Academy, on va aussi avoir nos propres référents, mais là, il s'agira de former de façon moins technique des maîtrises d'ouvrage, des installateurs, des intégrateurs, des profils divers et variés qui souhaitent être sensibilisés à nos cadres de référence, donc notamment R2S, R2S tertiaire et R2S résidentiel, et on vous en dira beaucoup plus très bientôt. Alors, pour ce qui est des alliances stratégiques et des actions conjointes 2022, donc elles ont été très nombreuses ces derniers temps, au cours des dernières semaines et en fin d'année dernière. Donc notamment l'Alliance immobilière pour la convergence numérique qui a été annoncée au CIMI by City en fin d'année dernière et qui regroupe la PROMA, la SBA, le CIPEMI, la FPI, l'ARCEG, l'ADI, l'ASPIM, la Building Smart France, Fidji, ULI, FSIF et le RIX. Et donc, on va organiser une première réunion plénière avec tous ces organismes mi-février pour définir la gouvernance et pour définir le périmètre des travaux qui vont être mis en œuvre. Donc, ça va dans le sens d'une harmonisation des référentiels déjà existants. Nous continuons à travailler sur l'Urbanilab, notamment avec la FPI. Donc, les travaux avancent. Concernant le projet Perfacti, même chose. Donc, on va démarrer avec une société informatique la construction du site. Et nous sommes également très impliqués dans une initiative européenne qui s'appelle le New European Bauhaus, qui a pour vocation donc, de mettre de l'esthétique et du bien-être dans la ville et dans le bâti. Donc, on a été sélectionné comme partenaire l'année dernière, notamment parce qu'ils sont intéressés par nos cadres de référence, et ce sera l'occasion pour nous, dans le cadre de Working Group, de présenter notre cadre de référence dans différents pays européens. Donc, on attend avec impatience la création de ces working groups qui a été annoncée dans les échanges que nous avons avec eux. Pour ce qui est de Building Smart France, on vient de signer une convention pas plus tard qu'hier. Et pour la Light Communications Alliance, ça a été le cas également il y a quelques semaines de cela. Alors, pour ce qui est du développement à l'international, vous savez très certainement qu'une SBA a ouvert en février dernier. Il compte déjà une 50aine de membres. Des SBA vont ouvrir dans les mois qui viennent, notamment en Espagne et au Luxembourg, et devraient s'ouvrir en 2022 des SBA en Belgique, en Allemagne et en Suisse.
Et enfin, il y a des SBA en projet pour 2023. Donc, on a des contacts à la fois au UK, en Scandinavie, dans les pays d'Europe de l'Est, à Singapour, au Canada et en Chine. Et information importante, on a eu notre premier COPIL international le 17 janvier. Donc, ça a permis d'une part à nos présidents, futurs présidents, de faire connaissance et aussi d'échanger sur des problématiques par rapport à leur développement. Donc, ça a été très apprécié et il a été demandé à ce que ces réunions soient renouvelées de façon mensuelle. Dernier point sur l'international, donc on prévoit de développer un site internet un peu léger pour une première, mais de façon à ce que les pays qui ne soient pas francophones puissent accéder à l'information, au moins aux documents qui sont essentiels, pour pouvoir se faire connaître. Donc, comme vous l'avez remarqué, Pierre-Marie nous a rejoint début janvier. Donc, il s'agit de notre nouveau responsable marketing et communication qui va nous accompagner dans la mise en œuvre de tout un tas de projets dans le domaine de la communication, notamment la refonte de notre site web qui nous permettra d'avoir un volet B2B et B2C, qui nous permettra d'avoir un espace membre beaucoup plus adapté à vos besoins et beaucoup plus ergonomique et de construire le site international dont je viens de vous parler. Pour ce qui est de la communication digitale, il y a déjà des travaux qui ont été entrepris pour avoir une bonne visibilité sur les réseaux sociaux et avoir un blog très riche avec des articles intéressants. Et ces travaux vont être poursuivis avec notamment des podcasts auxquels vous aurez accès bientôt. Pour ce qui est des publications et des thémas, donc nous sommes en train de faire le point sur l'ensemble des commissions et sur les thémas à produire. Pour ce qui est des médias, donc on travaille depuis un peu plus d'un an avec une agence de relations presse qui s'appelle GNG et qui nous accompagne. Donc, on a fait un point en octobre dernier pour définir un petit peu les attentes que nous avons. Et parmi ces attentes, c'est d'être de plus en plus visible sur des médias qui ont une bonne audience et notamment sur d'autres canaux comme la radio et la télévision. Enfin, en ce qui concerne les institutions, donc l'Advisory Board qui a été créé il n'y a pas très longtemps va aussi avoir une meilleure communication avec notre conseil d'administration. Donc, on va mettre les actions en place pour ce faire. L'Urbanilab, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, on va poursuivre les développements ainsi qu'avec les différentes alliances que nous avons évoquées. Voilà, je vous ai rapidement parlé tout à l'heure de la formation, de la SBA Academy avec nos modules. Donc, la vocation du développement de la SBA Academy et de ses différents modules, c'est d'une part sensibiliser à la fois les élus, les décideurs, les maîtres d'ouvrage à comprendre les enjeux, à acquérir une vision générale des sujets et des acteurs, à situer les grandes questions et à identifier les leviers d'action. Cette SBA Academy a également un objectif d'approfondissement auprès des directions métiers, des chefs de projet, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour développer leurs connaissances sur une thématique particulière ou acquérir une vision approfondie d'un sujet, ou bien pour donner des clés afin de gérer un projet intégrant l'angle numérique choisi. Enfin, cette SBA Academy permet d'acquérir une expertise. C'est notamment le cas des professionnels à la recherche d'accréditation, des bureaux d'études, des AMO et des intégrateurs. Ça leur permet de valider la maîtrise des cadres de référence SBA. Ça leur permet de confirmer les acquis d'une vision 360 degrés sur les thèmes liés au numérique et ça leur permet d'être en capacité d'accompagner et de guider le volet numérique d'un projet. Merci beaucoup Lydia pour cet exposé de tous les grands projets 2022. Il y en a beaucoup, on ne va pas s'ennuyer. Merci pour ton intervention. Je vais donner la parole à Alain Kergoat, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est directeur des programmes de la SBA.
pour nous parler de la communauté. J'ai plein d'emails qui tombent sur ma boîte en ce moment. A priori, il y a plein de gens qui veulent rentrer dans cette réunion et qui ne peuvent pas car le quota de participants aurait été dépassé. Nous nous en excusons, bien entendu, et on leur enverra le replay a posteriori de l'événement. Désolé pour ce petit couac. Alain, c'est à toi pour nous parler de la Oui, communauté. vraiment, on est désolé, comme le disait Emmanuel, on aurait vraiment souhaité faire cette réunion en présentiel. Bon, les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de le faire. Néanmoins, on va essayer de partager avec vous la substance théfique moelle de notre communauté. Donc, c'est moi qui passe les slides ou c'est toi, Pierre-Marie? Voilà. En quelques chiffres, en fait, 418 entreprises et organisations. C'est donc une richesse d'une diversité d'entreprises de tout horizon qui s'intéressent bien entendu au bâtiment et à la ville. C'est surtout, je dirais, 1992 membres actifs, des personnes physiques, des femmes et des hommes qui ont plaisir à dialoguer ensemble, je dirais à se rencontrer. Alors, on s'est rencontrés virtuellement, malheureusement, depuis 2 ans, mais très rapidement, on le souhaite tous, reprendre les habitudes des rencontres en présentiel. C'est une présence dans 12 régions et la SBA, c'est près de la moitié de ses membres qui sont en région, donc c'est bien équilibré. Et puis, vous le voyez en quelques chiffres, c'est à la fois des organismes publics et parapublics, aussi bien entendu beaucoup d'entreprises privées, avec une richesse de la filière aval, donc une capacité à représenter la richesse des solutions et des services du smart building tout à fait significative, et avec néanmoins quand même 20% des acteurs qui sont la filière amont, donc qui s'intéressent finalement et qui participent à ces débats, à ces dialogues, et c'est très important de les avoir et on souhaite les accueillir de plus en plus nombreux pour nous guider, nous faire part de leurs besoins, de leur stratégie, de leur futur. Voilà, donc c'est une communauté qui est restée très active malgré ces deux ans de pandémie et qu'on espère pouvoir réactiver en présentiel en 2022. On va passer à la suivante pour essayer d'aller vite. Alors, il y a plein de raisons pour rejoindre la SBA, donc je ne vais pas m'attarder trop ce soir sur les raisons de rejoindre la SBA, puisque comme vous êtes ici avec nous sur cette visioconférence, c'est que vous avez trouvé votre propre raison de rejoindre notre communauté. C'est à la fois le plaisir de dialoguer, de s'échanger avec une communauté de personnes qui sont à la fois qui regardent vers l'avant, qui sont dynamiques, qui veulent aller de l'avant. C'est un partage d'expériences. C'est le fait aussi, le plaisir de co-construire ensemble des nouveaux chemins. C'est de participer à de nouveaux projets, c'est s'enrichir. Voilà, c'est toutes ces bonnes raisons qui font que notre communauté est unique en son genre, à la fois en France, mais nous nous sommes aperçus également à l'international, d'où cette volonté d'étendre cette communauté à l'international. Et Emmanuel le disait, ça va faire, et Lydia également, ça va faire partie des temps forts de 2022. On va passer à la suivante. Alors, vous le savez, l'un des axes de partage au sein de la SBA, ce sont nos fameuses commissions. Il y en a une trentaine au total. Il y en a une vingtaine qui ont été actives en 2021. C'est celles qui sont en bleu foncé là, sur la planche. On en crée de nouvelles en 2022. C'est important de toujours être agile sur les thématiques qui correspondent aux thématiques d'innovation de notre secteur. Et c'est la raison pour laquelle il y a de nouvelles thématiques qui apparaissent. Donc, c'est celles qui sont en orange pâle ou rose pâle ou saumon plutôt sur votre écran. Je vous engage à vous rapprocher du secrétariat SBA pour déclarer votre intérêt sur l'une ou l'autre et y participer. Elles sont en train de démarrer là, dans les semaines qui viennent. Donc, vous voyez, c'est For Signage, la blockchain traçabilité, Digital Access, Digital Construction, le territoire numérique, les Smart Districts, financés, assurés, valorisés, Smart Water, Smart Waste, donc plein de nouveaux thèmes.
qui touche à la fois le digital, le développement durable, la transformation et qui continue à enrichir nos cadres de référence R2S. Voilà, on va passer à la suivante. Alors, les commissions, c'est d'abord un lieu d'échange sur une thématique donnée. C'est aussi un lieu de production collective. Et donc là, vous voyez, alors ce n'est pas complet, il y a d'autres choses, notamment sur ce visuel n'apparaît pas les travaux de la commission sur la formation et la transformation. Pardon, ce n'est pas le nom exact, mais je suis certain que Sébastien en parlera tout à l'heure. Néanmoins, donc, vous voyez, il y a là une petite dizaine de publications qui sont prévues en 2022. On les a classées en 4 catégories, les focus. Bon, on fait un point sur une thématique donnée. Ce sera le cas de Health and Wellbeing qui s'est préparé depuis 1 ou 2 ans maintenant, R2S for Space. Autre angle d'attaque, c'est de partager un cas d'application, empreinte carbone et traçabilité, le traitement juridique des données énergétiques. Et puis, autre façon de délivrer du contenu, c'est de faire un état de l'art sur un sujet pointu. Ça a été le cas l'année dernière sur l'IA appliquée au bâtiment. Cette année, vous êtes nombreux à attendre notre livre blanc BizBoss. Ce sera le cas sur la rénovation énergétique et numérique des bâtiments. Et puis, sur un thème cyberbuilding qu'on a commencé à travailler en début d'année dernière. Et puis, enfin, donc des cadres de référence avec évidemment à tout seigneur, tout honneur cette année et la V2. Et donc l'appel à commentaires vient d'être diffusé par Certivea tout à l'heure et on diffusera avec Pierre-Marie sur notre base SBA dès le début de la semaine prochaine cette version de la V2 qui pendant 2 mois sera amenée à recueillir vos commentaires et remarques. Voilà, on va passer à la suivante. Alors, pour nous, le point 2022, s'il y a un mot à retenir, c'est se rencontrer et échanger, mais pas qu'à travers nos visioconférences qu'on subit maintenant depuis 2 ans. Ce sera les 10 ans de la SBA, donc on va imaginer un événement pour fêter ça dignement. C'est la date visée aujourd'hui, c'est mai. Voilà. C'est évidemment deux plénières par an, en juin et en décembre. C'est notre rendez-vous annuel de rentrée en septembre. Et puis, des événements en région. Donc, on va reprendre les tournées régionales, des événements en présentiel. Et puis, des nouveautés, c'est Dîner After Work qu'on lance cette année. Le premier, je crois que ce sera en février, puis mars. Voilà, on va lancer des nouvelles occasions de se rencontrer. Et puis, pour terminer et ne pas prendre trop de temps, les deux nouveautés qu'on souhaitait mettre, dont on souhaitait parler, c'est le lancement d'un cycle mensuel de grand entretien sur le thème du smart aménagement. Le premier a eu lieu ce mois-ci, le 12 janvier, avec le directeur des systèmes d'information de l'agglomération de La Rochelle, un témoignage tout à fait intéressant. Le prochain aura lieu dans une semaine, 10 jours, avec Jean-Baptiste Ray, le directeur général adjoint de EPA Marne, sur le thème du jumeau numérique, la rencontre des territoires. Donc, c'est 1h le matin, 9h30, 10h30, pour donner la parole à un grand témoin qui nous expose son projet numérique sur son territoire. Et puis, sur l'aspect bâtiment, des retours d'expérience, puisque maintenant, on commence à avoir des retours d'expérience significatifs sur des projets qui ont été étoilés. Donc, Wave, premier 3 étoiles chronologiquement, et puis Origine, deuxième chronologiquement, dont la restitution a eu lieu cette semaine. Voilà. Voilà pour moi. Je crois que c'était ma dernière slide, Pierre-Marie. Oui, merci beaucoup Alain. Juste un complément, effectivement, le premier After Work de l'année, ce sera le 16 février à Paris. Il sera question d'un débrief sur les enseignements et les temps forts du CES 2022. On va communiquer très rapidement sur le sujet. En début de semaine prochaine, vous aurez plus d'infos là-dessus. Les questions qu'on nous pose sur le chat, on y répond en fin de cycle, c'est ça ?
Absolument, on va essayer d'y répondre en fin de cycle. L'heure tourne, comme je l'évoquais en début de réunion. On a cette année innové en proposant à nos membres et aux inscrits à cette conférence de poser leurs questions en amont. On en a reçu pas mal. Du coup, on en a sélectionné certaines auxquelles Valentine Delajarre, Sébastien Meunier et François-Xavier Geland vont tenter de répondre aujourd'hui. Les règles élémentaires de la bienséance veulent qu'on donne la parole aux femmes en premier. Donc, j'ai sélectionné une petite question pour Valentine Delajarre sur, en gros, les piliers de la SBA. Hein. Donc, la question, c'est la SBA parle de Smart City, de Smart Building, de Smart Home, mais qu'est-ce qu'on entend finalement par le mot Smart et pourquoi avoir choisi cette triple approche? Valentine, si tu as des éléments de réponse à nous apporter, c'est à toi. Merci Pierre-Marie. Smart, ça veut dire habituellement intelligent, élégant, astucieux même. Et c'est vrai que Smart City, la traduction usuelle, c'est la ville intelligente. On parle de bâtiment intelligent, de logement intelligent. Et c'est exact, on comprend que quelque chose qui est a priori inerte comme un bâtiment puisse devenir intelligent associé au numérique. Mais en même temps, pour ce qui est de la Smart City, ça évoque une ville connectée qui surveille, une ville inquisitrice et un peu angoissante. Donc, je pense que notre approche à la SBA de la Smart City, c'est bien au contraire une ville servicielle qui veut offrir une meilleure qualité de vie. Emmanuel en a parlé au début de ses voeux. On n'est pas du tout dans l'esprit ville intelligente, connectée à outrance de la Smart City. Et c'est pour cette raison que moi, je préfère la traduction de ville intelligible. Grâce au numérique, la ville devient compréhensible, le smart devient un moyen et ce n'est pas une finalité. Le smart, c'est une plateforme qui va restituer, qui va permettre de restituer des services intelligents. Voilà. Donc la Smart City intelligible, si on veut, c'est une ville qui va être capable de collecter des données, de les organiser et de les restituer en vue de nouveaux services dans la ville. Emmanuel, encore une fois, en a parlé tout à l'heure, c'est ça l'aboutissement de la Smart City. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi une triple approche. Donc, il ne s'agit pas de dire Smart Home, Smart Building, Smart City, c'est une question d'échelle, petit, moyen, grand. Je pense que ça serait tout à fait réducteur comme analyse, enfin comme vision. Pour moi, c'est la démarche qui est différente. La Smart City va intégrer une multiplicité d'acteurs, des acteurs publics, bien entendu, puisqu'on est dans une vision politique de la ville, des acteurs privés, des citoyens, avec une grande multiplicité d'usages. Donc, la Smart City va avoir une grande complexité de mise en œuvre. La Smart City, et à la SBA, c'est pour ça qu'il y a 3 piliers, elle va s'appuyer sur le Smart Building, sur le Smart Home, pour construire une vision plus globale à l'échelle d'un territoire. Le sujet de la ville durable, c'est effectivement, et on est tous d'accord, c'est un sujet important, incontournable, et surtout, c'est un sujet urgent. Mais la Smart City va proposer d'autres services dans le domaine de la mobilité, du lien social, sécurité, santé, etc. Et le Smart Home, le Smart Building, ces 2 autres piliers de la SBA vont pouvoir apporter des briques de solutions pour développer la Smart City. Merci Valentine. Alors tu viens de parler notamment de la Smart Home. Ça tombe bien parce qu'on a une question plutôt sur le logement et les copropriétés, donc sur la fameuse et l'épineuse question de la rénovation des résidences. Donc, dans le logement social et les copropriétés, la rénovation se limite souvent à la rénovation thermique et aux aides associées qu'on peut percevoir de l'État. Comment aller plus loin? C'est une question qui nous a été posée. Je vais passer la parole à François-Xavier Geland, vice-président du pilier Smart Home, pour qu'il tente de répondre à cette question de la rénovation. Merci Pierre-Marie. C'est intéressant parce qu'on a souvent le réflexe à la SBA de parler du neuf.
R2S, a priori, dans la tête de beaucoup de gens, c'est pour le neuf, mais pas du tout. Vous savez que le gros du marché, c'est l'existant. Hein, donc, il faut effectivement s'intéresser de près à la rénovation, à la réhabilitation de l'existant. Et c'est évidemment d'actualité parce qu'en ce moment, vous avez tous vu qu'il fait froid. Il y a beaucoup de Français qui ont du mal à payer leurs factures énergétiques. Ça ne va pas s'arranger dans les prochaines années. Et donc, il est logique que la préoccupation numéro 1 des bailleurs sociaux, des syndics de copro, soit la rénovation énergétique de tous ces bâtiments. D'autant effectivement qu'ils reçoivent beaucoup d'aides dans le cadre de plans de relance, dans le cadre d'énormément d'aides et de dispositifs type C2E. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la crise sanitaire a démontré que le numérique était incontournable. Et donc, le message de la SBA, c'est évidemment de dire que le numérique est un formidable moyen pour optimiser les consommations et qu'aujourd'hui, en 2022, lancer des grandes opérations de rénovation énergétique, ça doit absolument prendre en compte cette dimension numérique, que ce soit au niveau des parties communes, mais aussi pour individualiser les charges, jusque dans les logements, quand c'est possible. Par exemple, un simple thermostat connecté, c'est immédiatement 20% d'économie d'énergie. Et donc, une fois qu'on a déployé cette infrastructure pour la priorité, qui est l'énergie, dans la logique R2S, on va la mutualiser et puis on va l'utiliser immédiatement ou au fil du temps, dans un second temps, pour la supervision des équipements en partie commune, par exemple, mais aussi pour le contrôle d'accès, pour la vidéophonie sur IP, la vidéosurveillance, le maintien à domicile des personnes fragiles. On parle beaucoup en ce moment de l'Internet social, l'Internet pour tous. Tout ça peut être sur cette architecture numérique. Et puis, pour ceux qui connaissent bien le R2S résidentiel, c'est tous les services qu'on a mis dans le catalogue, il y en a plus de 50, qui peuvent être sélectionnés en base, c'est-à-dire dans tous les logements, ou au cas par cas, comme des options pour certains résidents. Par exemple, une personne fragile ou un senior va opter pour un service de maintien à domicile dans son logement sur cette infrastructure R2S. Alors, un exemple, on a rendez-vous, je crois, demain, Lydia, avec Angéloire Habitat. Donc, c'est la première résidence officiellement labellisée par Bureau Veritas R2S résidentiel. Donc, on aura une conférence, je n'ai pas la date exacte, mais en mars, on va demander à l'Angéloire Habitat de présenter cette réalisation. Ce témoignage sera très fort parce qu'il devrait permettre de convaincre ses confrères, d'autres maîtres d'ouvrage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de détailler tous les coûts associés aux travaux R2S dans cette résidence pour être en mesure de démontrer et de répondre à des questions qu'on a fréquemment sur le modèle économique, le coût supplémentaire du R2S. Alors, coût supplémentaire ou pas, c'est ça qu'on va essayer de démontrer. En tout cas, c'est fondamental d'être concret. C'est-à-dire qu'R2S, ça peut paraître très abstrait, c'est énormément de critères. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a commencé à déployer des bâtiments R2S, il faut faire des retours d'expérience, il faut témoigner là-dessus. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on va maintenant passer à la vitesse supérieure, on va massifier. Vous avez des exemples de grands bailleurs nationaux qui ont déjà validé cette approche R2S, alors pour l'énergie et puis pour d'autres services de plus en plus dans tous leurs projets à venir. Alors, tous ces travaux, on va vous les présenter. Alors, Alain vient d'en parler. Il y aura le guide de rénovation énergétique et numérique qui va sortir dans quelques mois, avec tous les éléments que vous pouvez reprendre à votre avantage dans vos projets ou dans vos réunions pour démontrer l'intérêt de coupler rénovation énergétique et rénovation numérique. Alors, il y a un thème supplémentaire, Alain on n'en a pas parlé, on n'a pas encore la confirmation, mais on va essayer pour le congrès USH en septembre de mettre à jour le thème logement social que vous connaissez peut-être, qui est sorti, je crois, en 2019 et qui, maintenant, avec R2S résidentiel, doit être mis à jour. Dernier point, et j'ai vu que Anne et Alain étaient parmi nous dans la réunion, donc je les salue et j'en profite pour mettre en avant nos travaux aussi sur les copros, puisqu'il n'y a pas que les bailleurs sociaux, il y a aussi
une grande partie de bâtiments qui sont gérés par des syndics de copropriété. Donc, un nouveau membre, l'USGC, c'est l'Union des syndicats de grande copro, et puis Sergic, avec qui on a déjà commencé à réfléchir concrètement sur certains projets pilotes, vont nous aider à trouver déjà des projets un peu témoins pour articuler un argumentaire convaincant pour toutes ces copros, parce que vous savez comme moi que c'est compliqué de convaincre des gens dans des réunions de copropriétaires. Donc, on va se faire les dents là-dessus et on va avancer pour que R2S résidentiel soit de mieux en mieux compris, y compris, alors ça c'est un projet qu'on a au niveau des régions, hein. On a quelques régions qui travaillent sur R2S résidentiel pour le bâtiment individuel, hein, pour la maison individuelle. Donc ça aussi, j'espère qu'on aura des nouvelles en 2022 à vous apporter. Alors comme le disait Valentine, idéalement, tout ce discours peut être porté au niveau de la collectivité, parce que c'est beaucoup plus fort, hein. On a déjà plusieurs collectivités en France qui imposent ou qui orientent tous les maîtres d'ouvrage, hein, promoteurs, bailleurs, etc., à déployer dans tous les projets neufs, par exemple, du R2S résidentiel. Donc voilà, ça c'est l'étape d'après, hein, c'est de massifier en imposant ou en faisant en sorte que de plus en plus de bâtiments au niveau de collectivité, au niveau de territoire, au niveau d'éco-quartier, par exemple, proposent des services cohérents au niveau de tous ces bâtiments et en mobilité. Pour conclure, hein, je pense que Emmanuel va vous en parler tout à l'heure, il est important en fait de travailler sur un modèle de financement, une nouvelle approche en fait de financement, parce qu'on voit bien que il faut démontrer des choses, mais il faut être innovant. La SBA, c'est innovant, il faut casser les codes, et on a travaillé sur un nouveau modèle de financement qui permettrait d'avoir un opérateur tiers, hein, qui s'engagerait sur une période de 8 à 10 ans pour financer ce genre d'investissement. Et je laisserai Emmanuel en parler, puisque c'est un peu son projet de prédilection en ce moment. Et ça va, je pense, conclure le débat pour de nombreux acteurs qui se posent des questions. Et c'est à nous de les aider à travers la SB Academy pour sensibiliser tous ces gens-là à quoi ça sert, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les bons arguments, et puis à démontrer qu'économiquement, c'est tout à fait viable et c'est même souhaitable pour les Français, pour leur facture énergétique et pour leur pouvoir d'achat. Merci François-Xavier. Alors tu parlais des collectivités, on y reviendra, il y a une question là-dessus. Tu as beaucoup parlé aussi de R2S, hein, ce qui est normal. Justement, il y a une question sur le sujet des cadres de référence. Donc effectivement, il y a beaucoup de labels de certification de cadres qui se multiplient. Et on a une question qui nous a été posée en amont pour savoir où est-ce qu'on en était concrètement du label R2S et des réalisations à partager. Peut-être que Sébastien Meunier, vice-président Smart Building, peut répondre à cette question? Oui, c'est une excellente question parce que ça va me permettre peut-être aussi de replacer en quoi R2S c'est unique sur le marché, parce que ce qu'on reproche souvent au label, hein, c'est un peu une profusion dans tous les sens et finalement l'impression d'une course à celui qui aura le plus de labels. R2S apporte une originalité sur le marché, un cadre de confiance avant tout, avant d'être un label, une référence méthodologique pour vraiment tirer parti des bénéfices du numérique. Alors comme vous le savez, le numérique n'aime pas les silos, et donc c'est un formidable outil pour le travail collaboratif, tout simplement. Hein, on sait très bien que dans le bâtiment, que ce soit en neuf, en rénovation, on est de suite multimétiers, en coactivité sur les chantiers, avec des divergences d'objectifs. R2S, c'est une machine de guerre pour faire des projets réussis, collaboratifs. Et je vous invite à regarder les différents replays là qu'on a qui étaient mentionnés tout à l'heure, hein, sur Vinci Wave ou sur ICA d'origine. Vous verrez, il y a un point commun, c'est que le projet est réussi parce que les entreprises, donc les hommes et les femmes sur le chantier, ont travaillé ensemble. Il y a une convergence d'objectifs qui est obligatoire quand on fait du numérique. On n'a pas le choix. Et donc, ça, c'est un positionnement vraiment original de R2S. Et j'en profite pour remercier vraiment tous les membres de la commission R2S V2 et puis R2S Connect aussi,
parce que c'est un deuxième point qui est original, c'est qu'on va vraiment au bout de cette interopérabilité qui fait l'ADN de la SBA, et donc on a publié aussi ce cadre de référence R2S Connect, et ça vraiment c'est unique sur le marché. Alors, pour reprendre un peu la question, aujourd'hui on a plus de 100 sites qui sont engagés sur R2S en labellisation cette fois-ci. On a environ, ça correspond environ à 1 million de mètres carrés. Il y a 70 demandes qui sont en cours. Et puis, l'effort qu'on doit porter, c'est que ça reste encore très concentré sur le neuf, 65% sur le neuf, mais on a quand même 35% de rénovation ou d'exploitation. Et donc, comme notre cible, c'est bien les 600 à 900 millions de mètres carrés tertiaires qu'on a en France, eh bien, il faut se concentrer sur les phases d'exploitation. Alors, dans la V2, il y a un énorme travail qui a été fait pour simplifier, pour clarifier, pour prendre en compte toutes les remontées du terrain, pour avoir une version beaucoup plus aboutie qui puisse être déployée en masse. Et puis, il y a aussi une nouveauté, et pour ça, je vous inviterai aussi à consulter le replay de la réunion qui s'est tenue il n'y a pas longtemps, et notamment qui met en avant une consultation que vous allez recevoir là sur les services qui devraient être livrés d'emblée. Alors évidemment, il y a l'énergie, c'est assez évident, mais ça peut être aussi le guidage, ça peut être la gestion des espaces, ça peut être tout un tas de services qui peuvent faire l'objet d'un cadre de référence, voire d'une labellisation pour un bâtiment qui soit neuf ou existant. Et donc, on devrait arriver en principe à commercialiser tout ça vers la fin du premier semestre, après cette phase de consultation. Voilà. Merci Sébastien, merci pour cette réponse. Je vais enchaîner parce que le temps passe, je vais enchaîner sur une question un peu piège. Valentine, elle est pour toi, désolé, sur la Smart City. Le concept de Smart City n'est plus très nouveau et semble même s'essouffler. C'est une question qui nous a été remontée en amont. Valentine, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est justement la lecture que fait la SBA sur la façon d'appréhender la ville ou une nouvelle façon d'appréhender la ville? Tout d'abord, le concept de Smart City n'est plus très nouveau, certes, on en a beaucoup parlé toutes ces dernières années. Il y a eu beaucoup de projections plus ou moins réalistes et pas beaucoup de réalisations. En revanche, je ne pense pas du tout que ce soit un concept qui s'essouffle, bien au contraire. François-Xavier en a parlé, Emmanuel aussi. Les périodes de Covid nous ont démontré l'importance du numérique dans les villes, et ceux qui appréhendaient encore avant ce fameux Covid l'utilisation du numérique s'en sont emparés pour les courses, pour la santé, pour le travail. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans le numérique? Donc, je pense qu'on a franchi une étape importante, que, en tout cas, psychologiquement, ça a accéléré l'acceptation de la notion de la Smart City, et que ce concept, aujourd'hui, il doit se concrétiser. On est prêt psychologiquement, on n'est peut-être pas encore prêt dans la réalité, mais on en a désormais envie et besoin. Donc, on doit passer du concept au concret. Et si les acteurs du territoire ne s'en emparent pas, d'autres le feront à leur place. C'est là où le rôle de la SBA me semble majeur. Concrétiser le concept concrétiser la Smart City, contribuer à apporter des clés dans sa mise en œuvre auprès des décideurs territoriaux, parce que ce n'est pas simple. Où faut-il passer le curseur? On a parlé de formation tout à l'heure. Il y a des nouveaux métiers. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont présents? Quelles sont dans chaque territoire les technologies déjà maîtrisées ou pas? Je pense qu'on doit aussi porter, s'il faut faire évoluer ce concept, effectivement, une nouvelle conception de la Smart City, passer d'une vision statique de la ville ou une vision de Lego, on va dire, à une vision dynamique, d'une vision de stock à une vision de flux.
Je m'explique. Si on parle de construction nouvelle, ça va être traditionnellement mon PLU, combien de mètres carrés je vais pouvoir construire, quelles vont être les caractéristiques techniques. Voilà, c'est le Lego. Et aujourd'hui, grâce aux données, à l'intelligence qu'on va pouvoir donner à la ville, ça va devenir combien de flux de mobilité vont être créés, combien de flux d'énergie va se dégager de ces nouvelles constructions, quels nouveaux services vont être impactés. Ces notions, ça existe déjà un peu, puisque quand on a des nouveaux habitants, on sait qu'il va falloir créer de nouveaux services publics comme une ouverture d'école. L'inverse étant vrai, quand on a moins d'habitants, on ferme aussi. Mais l'innovation numérique, les métadonnées dont on a parlé aussi au début de cette présentation, de ces vœux, ça va permettre un traitement de données en masse qui va faire changer de registre. On va pouvoir, avec des données beaucoup plus complexes, avoir une analyse beaucoup plus fine sur les flux de la Smart City et ça va contribuer à apporter des solutions pour créer des villes plus agréables à vivre, des villes intelligibles et intelligentes. Donc là, c'est un nouveau concept, effectivement, par rapport au concept traditionnel. Mais c'est le moment et il faut qu'on se mette en route. Merci Valentine. Donc tu parlais de passer d'une gestion des stocks à une gestion des flux, tu parlais de données. La question suivante, elle parle aussi de flux d'informations et je vais la poser à Sébastien Meunier sur le pilier Smart Building. Et Alain dit tout à l'heure que le livre blanc BIS-BOSS était très attendu. Donc la question, c'est après avoir parlé de système d'information, de BIS, on entend aujourd'hui beaucoup parler du système d'exploitation du bâtiment, avec des analogies entre le bâtiment et la plateforme servicielle informatique, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les définitions a priori divergent sensiblement. Sébastien, quel est, selon toi, le point de vue de la SBA sur le sujet du Building Operating System? En effet, le système d'information, c'est très structurant dès lors qu'il y a des flux, qu'il y a des données et qu'il y a des traitements. C'est même, je dirais, le fondement même de la raison qui définit ce qu'est un système d'information, qui est après plus ou moins informatisé, mais c'est bien ça qui structure. Et donc, bon, on sait ce que c'est un système d'information pour une entreprise. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'est-ce que c'est un système d'information pour un ouvrage, pour un bâtiment, par exemple. L'enjeu, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait une promesse tenue sur la performance d'usage de cet ouvrage et sur sa performance environnementale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va introduire des flux, des données, des traitements pour pouvoir tenir cette promesse, pour atteindre ces hauts niveaux de performance d'usage, d'exploitation. Et c'est pour ces raisons-là que d'ailleurs on pousse des cadres de référence. C'est pour arriver à structurer tout ça. Alors maintenant, après, comme je disais, c'est plus ou moins informatisé. Et puis, on a l'habitude dans les systèmes d'information ensuite, du coup, de mettre un système d'exploitation pour pouvoir ordonnancer, faire les interfaces nécessaires. Et donc, là encore, l'originalité de la SBA, c'est d'insister sur l'importance d'une architecture en 3 couches, horizontale, encore une fois pour éviter des silos, donc en s'occupant de ce flux de données de traitement au niveau du terrain, au niveau de la gouvernance des données, et puis bien sûr, la finalité, c'est qu'il y ait des applications, des services qui soient efficients. Et donc ça a nécessité un travail énorme de mise au point, de contribution de plus de 130 membres. Et donc, je vous renvoie là aussi sur une récente parution sur le blog de la SBA qui vous explique tout ça en détail, piloté par Blaise Sola. Et donc, à partir du moment où on a acté que le système d'information, c'était structurant pour la performance de l'ouvrage et que ça concernait des flux, des données, des traitements qui étaient multimétiers, finalement, multiparties, on voit que ça c'est assez évident qu'il faut se mettre d'accord sur les interconnexions, sur l'interopérabilité, sur les ontologies intermétiers. Et ça, c'est vraiment un point de départ très important de cette création de cette alliance là qu'on vous a indiqué tout à l'heure,
l'Alliance immobilière pour la convergence numérique, pour définir finalement ça va être quoi les futurs standards, les futures interfaces intermétiers, probablement décrits au travers de cas d'usage. C'est-à-dire que tout ça, c'est au service, encore une fois, des parties prenantes, que ce soit les propriétaires, les locataires, les occupants, les exploitants, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on arrive aussi, la suite logique de tout ça, c'est cette transformation des métiers. Le numérique amène forcément comme conséquence la gestion des changements, l'accompagnement au changement, la transformation des métiers. Et ça, c'est les travaux qu'on a menés dans la commission accompagnement au changement et évolution des compétences. Et donc, il y a un énorme travail qui a été fait là aussi pour bien décrire quelles étaient les clés de succès, là, cette fois-ci, du point de vue des acteurs, parce que ce n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est surtout une histoire humaine qu'il faut accompagner. Et donc, voilà, à partir du moment où ça a été rappelé tout à l'heure, on constate que finalement, le bâtiment en général, que ce soit le tertiaire, le lieu où on travaille, le lieu où on dort, eh bien, c'est 90%, non seulement du temps qu'on passe, mais c'est aussi le point de départ et d'arrivée de la mobilité. On se déplace d'un lieu à un autre. Et donc, on voit bien que tout ça, il y a un continuum de flux, d'informations, de traitement. Et donc, c'est ça le concept finalement des systèmes d'information et des operating systems qu'on décline sur des ouvrages et pas seulement sur des organisations comme on sait faire depuis de longues dizaines d'années. C'est assez ambitieux, mais on arrive au moment où tout le monde commence à comprendre ça. Parce que tout le monde a des objets connectés, tout le monde a des applications informatiques pour gérer les ouvrages. Et donc, ça commence à devenir intuitif que tout ça, en fait, c'est un système d'information et qu'il vaut mieux s'en occuper pour pouvoir en tirer toute sa performance et le piloter. Et donc, on est à ce moment, début 2022, où cette prise de conscience a lieu. Et donc, ça veut dire qu'on est prêt pour déployer massivement le numérique. Vous serez probablement d'accord avec moi, ça serait dangereux de déployer massivement du numérique comme des apprentis sorciers sans se rendre compte qu'en fait, on est en train de déployer massivement des systèmes d'information et par conséquent des operating systems. Voilà, et tout ça, ce sera forcément au bénéfice des différents métiers de la filière. Merci Sébastien, mais en tout cas, on ne manquera pas de communiquer dans les prochains mois sur ce fameux livre blanc sur le Building Operating System. Merci de ton éclairage sur ce point. La question suivante, elle est plutôt pour François-Xavier sur les actions et les événements locaux sur la partie plutôt résidentielle. François-Xavier, je vais te demander de répondre assez rapidement parce qu'on a déjà parlé un petit peu de la SBA Academy, on a parlé des afterwork en région, on a parlé des référents R2S et SBA. Mais voilà, la question c'était qu'est-ce qui est prévu comme action et événements locaux dans la continuité du Tour de France R2S résidentiel de l'an passé? Alors, peut-être que Sébastien pourra compléter, puisqu'il y a une partie d'événements en région qui est basée aussi sur le pilier Smart Building. Mais sur la partie résidentielle, le bilan déjà 2021, effectivement, est assez intéressant, même si on n'a pas pu faire tous les événements présentiels qu'on aurait voulu. On a réussi à faire une douzaine de webinaires dans les 12 régions différentes, avec à chaque fois un témoignage d'un acteur local, un maître d'ouvrage, qui a présenté son projet. Et j'en profite pour remercier un peu tous les permanents de la SBA, Philippe Durand, je ne sais pas s'il est connecté, de Bureau Veritas, et mon délégué général, mon vice-président délégué Christian Rosier, qui ont contribué au succès de tous ces événements, parce que c'était assez lourd quand même, 12 événements différents, il fallait les organiser. Et en 2022, c'est évidemment de continuer sur cette lancée, en présentiel si on le peut, avec toujours ce focus sur R2S résidentiel, parce que c'est quand même le cadre idéal pour faire avancer tout le monde dans le bon sens, comme le disait tout à l'heure Sébastien. D'ailleurs, je lance un appel aux régions, s'il y a des représentants des régions qui nous écoutent,
s'ils peuvent nous remonter des projets, s'ils ont eux-mêmes des envies d'événements, s'ils veulent prolonger les after-work qu'on va organiser au niveau régional. Par exemple, c'est peut-être un peu court, mais le 16 février, si on fait un débrief au niveau national du CES 2022, ça peut intéresser énormément de gens en région. Ben, pourquoi pas eux-mêmes organiser un after-work en région, diffuser la conférence pendant cette soirée, et puis évidemment continuer autour d'un verre pour conforter tous ces réseaux en région qui sont indispensables en fait. On ne réussira pas le déploiement de R2S résidentiel, et on l'a bien vu pour R2S tertiaire, c'est aussi énormément de projets en région, sans alimenter tous ces acteurs avec de la veille technologique, avec des retours d'expérience, avec des bonnes pratiques. Donc voilà, l'appel à projet est lancé, que ce soit pour des webinaires, pour des conférences, même pour des articles. On parlait du blog de tout à l'heure. Voilà, en région, n'hésitez pas à remonter toutes ces infos à Pierre-Marie ou à Lydia. C'est fondamental. Alors, un dernier petit mot sur la SB Academy, juste pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Le but de la SB Academy, là aussi, c'est de sensibiliser dans toute la France. Alors, j'espère au-delà, dans quelques temps, en Italie ou ailleurs, mais pour l'instant, le focus, c'est les régions. Et donc, dans les différents organismes de formation qu'on a mobilisés, il y a des organismes qui ont énormément de réseaux dans les régions. Et donc, si vous êtes intéressé pour accueillir une session, si vous voulez vous-même être formateur, puisque c'est pas la SBA nationale qui va faire toute cette formation, c'est aussi aux acteurs locaux de s'emparer de ces formations, de les déployer en région. Vous pouvez vous-même devenir formateur, devenir référent. On a parlé tout à l'heure des référents R2S. Et bien évidemment qu'en région, on a besoin de nombreux référents parce que c'est ces ambassadeurs qui vont porter la parole de la SBA et qui vont être crédibles, parce que quelqu'un qui viendrait de Paris à Toulouse pour expliquer ce qu'il doit faire, ça ne marchera pas. Donc c'est la SBA Academy qui doit former tous ces acteurs au plus près du terrain. Et donc là, c'est pareil, contactez Lydia si vous voulez participer à toutes ces séances de formation. Voilà pour moi. Merci François-Xavier pour cette réponse. La question suivante, je vais la passer assez vite et je vais me permettre d'y répondre parce que l'heure tourne. Il y avait une question sur qu'est-ce qui est prévu d'autre sur la thématique de la transformation des territoires. Donc, on a parlé des grands... Pour répondre, si tu veux, Pierre-Marie, en 4 mots. Vas-y. Il y a d'autres grands entretiens Smart Management. Donc, on en a parlé le 9 février avec le témoignage de Jean-Baptiste Ray de l'EPA-Marne. Ensuite, commission territoire numérique qui va, si vous voulez la rejoindre, on va transposer la démarche de la territoire numérique du bâtiment à la ville. Troisième, on va organiser des learning expéditions. Si vous avez une première, on va aller à Lyon, mais si vous avez des villes ou des territoires remarquables et vous voulez qu'on aille les voir, n'hésitez pas à nous contacter. On est en train d'organiser ça. On en fera un international. Et en fin d'année, ou peut-être plutôt en début d'année prochaine, on va voir le livre blanc qui réunira toutes nos expérimentations, nos expériences et qui sera un témoignage utile pour le déploiement de la Smart City. J'arrête, Pierre-Marie, tu as vu, je suis rapide. Merci Valentine. Je vais prendre une dernière question pour Sébastien, encore une fois, avant de redonner la parole à Emmanuel pour le mot de la fin. On a déjà parlé un petit peu de la question de la rénovation, mais plutôt sous l'angle résidentiel logement. Là, il y a une question d'un représentant anonyme d'une collectivité qui est un peu désemparé devant l'ampleur de la tâche. Donc voilà, la rénovation du parc immobilier nécessite des réhabilitations lourdes, de gros efforts de maintenance et le renouvellement régulier d'équipements. On ne sait pas par où commencer. Quelle est l'approche de la SBA sur cette problématique? Sébastien, si tu peux répondre à cet appel à l'aide, oui, bien sûr. Mots, ce serait super. Voilà, donc le tertiaire public, c'est quand même un tiers du parc total. On est en train de parler de 300 millions de mètres carrés, donc c'est pas une petite affaire. Et effectivement, dans le cadre de France Relance, l'État nous a entendus sur le fait qu'il y avait bien des actions à gain rapide avec des horaires courts, mais qu'on ne savait pas trop dire en quoi ça pouvait consister. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mobilisé dans le cadre du programme Acté. Alors, les collectivités qui sont un petit peu anxieuses, elles connaissent bien Acté. C'est pas un programme nouveau.
Mais maintenant, il y a la deuxième période Acte 2, donc dans lequel il y a la FNCCR, qui est un peu leur fédération pour les animer, pour les aider, pour les supporter. Et donc, avec le GIMELEC, l'IGNES, le CERS, la FFIE, et puis bien sûr, tous les membres de la SBA, on est en train de développer un outil pédagogique. Donc, ça répond exactement à la question, par où je commence. Donc, au travers d'un parcours client, qui va être orienté par typologie de bâtiment, avec des questions simples, et qui débouche ensuite sur une feuille de route personnalisée pour que la collectivité locale, elle puisse se dire, OK, je vais commencer par telle et telle opération, avec des ROI courts, avec une mobilisation de capitaux plus modestes que de la rénovation lourde ou du changement de gros équipements. J'en profite pour remercier un remerciement spécial à Delphine Héroux du GIMELEC, avec qui j'allais dire presque toutes les semaines depuis la crise, on travaille sur ce sujet-là pour aboutir. Donc, ça devrait sortir au premier semestre, et ça va se traduire par un outil web qui sera à disposition de toutes les collectivités, centré sur des cas d'usage, sur des préoccupations que ces collectivités vont exprimer sur l'énergie, sur la gestion des espaces, sur la mobilité, par exemple. Et donc, c'est vraiment une très bonne opportunité qu'on pourra déployer sur le terrain au travers un tour des régions. Et puis, ça nous permettra d'adresser un enjeu qu'on a en commun, parce que c'est un sujet qui n'est pas bien compris par les pouvoirs publics, de réconcilier technologie et environnement. Bien sûr que la technologie, le numérique, va nous aider à atteindre les objectifs environnementaux si c'est fait de la bonne façon. Et c'est tout l'enjeu aussi de tous les travaux que nous avons et que nous partageons ensemble. Merci Sébastien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un simulateur qui arrive bientôt, qui a une approche méthodologique concrète et activable pour avoir des gains rapides sur cette question-là. Donc c'est super, merci beaucoup. On n'aura pas le temps d'adresser toutes les questions qui restent. Il y en a une que je garde pour la fin et sur laquelle j'aimerais l'intervention d'Emmanuel François, notre président. En parlant de président, c'est une question qui est liée justement au présidentiel. Je vais sauter celle qu'on n'a pas pu traiter. Alors Emmanuel, j'espère que tu es prêt, parce que c'est une question un peu ambitieuse. Le logement au centre de la vie de beaucoup de Français, et pourtant à l'heure de la campagne présidentielle, les candidats restent bien timides sur cette question. Si vous aviez un candidat devant vous, cher président, quel discours lui tiendriez-vous sur ce sujet ? C'est clair que je répéterai d'abord que le numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, est partie intégrante de notre société, est au cœur des transitions. Et à ce titre, le logement ne peut pas être pris à l'écart. Le logement dans lequel nous passons plus de 50% de notre temps, il ne peut pas du tout être mis à l'écart. Or, je m'étonne dans cette campagne que ni le logement, ni le numérique ne fassent l'objet de réels débats, alors même que nous sommes actuellement face à des défis majeurs comme, par exemple, l'énergie, le bâtiment résidentiel représentant plus de 30% de la consommation énergétique globale, un défi aussi de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, si on prend le logement plus l'énergie consommée par le logement, on arrive aisément pour un Français moyen à plus de 50% de son budget. Le vieillissement de la population, avec un doublement des plus de 65 ans dans les 30 prochaines années, lesquels représentent déjà presque 20% de la population actuelle, d'où une nécessité d'adapter les logements à cette population vieillissante. L'isolement, on voit de plus en plus de personnes seules, isolées, plus de 50% de la population, plus de 50% d'isolement, de personnes isolées sur les 10 dernières années. Plus de 30% de personnes qui vivent seules dans des logements aujourd'hui. Et c'est également l'évolution des usages, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le travail, l'enseignement, le commerce, la santé, et qui nécessite d'avoir à la fois de nouveaux emplacements partagés et une connexion Internet de haut niveau. C'est la sécurité avec le vol, mais également
l'incendie, les inondations. Et là, effectivement, on voit bien que on peut réduire sensiblement ces problèmes. C'est la santé avec l'insalubrité et la problématique de qualité de l'air. Bref, il est temps de repenser le logement et de l'adapter aux exigences du citoyen du XXIe siècle. Un logement plus serviciel, plus intégré à son environnement, à son quartier, ouvert à l'extérieur, adapté en temps réel à ses occupants. Le sujet est majeur et il dépasse largement nos frontières. Et je ne demande pas à ce candidat que j'aurai en face de moi de déployer, de construire des centaines de milliers de nouveaux logements, même si sans doute il faut le faire. Mais tout d'abord, de les faire évoluer à l'heure du XXIe siècle. Il y a 120 ans, on a déployé l'électricité dans les bâtiments, puis l'eau, le gaz. Aujourd'hui, il est temps de mettre le logement à l'heure du numérique. Et ce n'est pas seulement le raccordement à la fibre, comme certains disent. Bien entendu, il le faut. Mais c'est le doter des équipements, des infrastructures nécessaires pour justement opérer ces services. Cela comprend bien sûr les capteurs, les actionneurs, les passerelles de communication et, comme l'a dit Sébastien, le système d'exploitation des données ou l'operating system, qui va collecter toutes les données et qui sera le tiers de confiance du bâtiment serviciel, de ce logement du XXIe siècle. Nous avons mis en évidence à la SBA que pour des logements collectifs, le déploiement de cette fameuse infrastructure numérique globale ne représenterait qu'un investissement de près de 300 euros, enfin 300 ou 400 euros suivant les bâtiments, suivant le type de bâtiment. Eh bien, clairement, comme l'a dit François-Xavier, on peut, si on part sur une approche globale, en étant sur une approche plutôt d'OPEX et non pas de CAPEX, en cassant ces silos qui sont aujourd'hui des vrais problèmes pour justement passer à l'échelle, eh bien, on pourra forcément tout de suite aller chercher les externalités positives sur l'énergie, sur l'assistance aux personnes, sur la sécurité, sur la santé, sans parler de l'isolement des personnes. Et trouver immédiatement le retour sur investissement. Donc, globalement, sur 10 ans, on sait très bien que non seulement on n'aura pas un coût, mais on aura un retour sur investissement et on aura des gains qu'on peut estimer facilement à 200 voire 300 euros suivant le type de logement par an. Donc, il est juste nécessaire d'avoir cette approche globale et non plus en silo. Et clairement, c'est le message que je porte aujourd'hui à ce candidat. L'enjeu est de taille. On parle de sortir de près de 10 millions de Français de la précarité énergétique, sortir de 10 millions de Français, plus de 10 millions de Français de la précarité numérique. On a vu pendant le Covid que plus de 10 millions de Français, effectivement, avaient un problème d'accès à Internet et ne pouvaient pas travailler à distance ou étudier à distance. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de cohésion sociale et d'équilibre social. Aujourd'hui, on voit encore que avec le renchérissement de l'énergie, la précarité énergétique est au premier plan. Il est temps que ces logements soient appropriés, soient adaptés à au moins 20 millions d'habitants qui aujourd'hui ne sont pas justement dans des bâtiments appropriés. Cette rénovation, nous l'appelons de tout cœur. C'est là, pour nous, un des grands projets qui doit être initié dans les 5 prochaines années. Ça doit faire l'objet d'un plan, un vrai plan, où le numérique sera au cœur des transitions et l'usager, moteur de cette transition. J'espère que notre message sera entendu. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Merci pour votre patience et votre attention. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver en physique. Merci à toutes et à tous, merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Désolé encore pour les petits couacs techniques. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Et vivement le présentiel.
Bonne soirée à tous. Bonsoir.